Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Divergence Politique. Alors, une fine équipe autour de moi aujourd'hui, Fabrice Sorlin, Xavier Moreau et Nicolas Mirkovic. Bonne année, messieurs. Bonne année à tous. Bon, puisque vous avez passé de bonnes fêtes... Aussi. Pardon? Et bonne année à tous les auditeurs aussi. Et bonne année à tous nos auditeurs, effectivement. Puisque vous avez passé de bonnes fêtes et dans cet épisode numéro 18, on va revenir, on a fini un petit peu notre rétrospective 2024, on va revenir à l'actualité. Alors on va vous parler aujourd'hui, justement, chers auditeurs et auditrices, des regrets de Macron qui s'est épanché à la télévision cette semaine, du gouvernement Bayrou, bien entendu. On va vous parler également de VA qui publiait un article sur la décroissance en Italie de l'immigration. On va parler de justement de ce qu'il faudrait faire en Europe et de ce qu'il faudrait faire particulièrement en France. Et puis enfin, on va parler de l'inconnu du Thalys, notre personnage politique préféré, le très cher Emmanuel Bardella ou Jordan Macron. Messieurs, comment on peut l'appeler? Jean-Luc Mélenchon. Allez, tout de suite, générique, et on redevient sérieux avec le premier thème. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Allez, voilà, la Marseillaise est finie. On va pouvoir désormais parler un petit peu politique. Messieurs, cette semaine, ça ne vous a sans doute pas, vous n'avez pas manqué. Malheureusement, lors des vœux de ce réveillon, le président de la République est revenu sur la dissolution de l'Assemblée nationale et il a avoué s'être trompé et avoir plongé le pays dans une crise plus importante, une instabilité plus importante qu'elle l'était juste avant cette dissolution. Alors, Macron doit désormais faire avec un Premier ministre qui s'est imposé à lui, je pourrais dire, et avec un gouvernement qui est extrêmement contesté avant même d'avoir été validé à l'Assemblée nationale. Les larmes de Macron, alors, c'est des larmes de crocodile ou c'est véritablement un bel effet de communication? Qui veut prendre la parole sur le sujet? Peut-être Nicolas? Moi, ce qui est quand même incroyable, c'est que Emmanuel Macron nous avait promis l'année dernière, j'ai regardé ses vœux, enfin l'année encore d'avant, donc le 31 décembre 2023, il nous avait promis une année 2024 millésime. Donc c'est vraiment le terme qu'il emploie, c'était l'année de la fierté, l'année de la grandeur, l'année de la France. Et un an plus tard, il reconnaît que le pays ne va pas bien. Il avoue l'échec de sa politique, ce qui est déjà pas mal de le reconnaître, mais on peut se demander comment est-ce qu'un président peut être aussi incompétent? Comment peut-il à la fois promettre une année millésime et avoir des résultats aussi catastrophiques? Et quand on regarde le bilan d'Emmanuel Macron, non seulement il va être un des présidents les plus détestés, les moins aimés de l'histoire de la République française, mais en plus les résultats économiques, politiques, sociaux sont tous catastrophiques. Et de le voir venir à la télévision se présenter aux Français et de promettre que demain ça ira mieux, qu'il va donner la voix aux Français, je veux dire, on juge un arbre à son fruit, il n'est vraiment pas très crédible. Et genre, il faut noter aussi qu'il y a moins de Français qui l'ont regardé. Donc, ils étaient plus ou moins 15 millions l'été dernier avant la dissolution. Ils étaient un peu plus de 9 millions là, et ce qui est déjà moins que l'année dernière. Il y a un décalage total entre Emmanuel Macron et le reste de la population française. Les Français n'y croient plus. Il a eu sa chance. Il s'est trompé. Et là, c'est lui qui est clairement responsable de la situation politique dans laquelle nous sommes. Et c'est pas parce qu'il reconnaît que ça arrange la situation des Français. Mais je pense qu'en effet, il va falloir un sursaut des Français parce qu'on va continuer encore combien de temps comme ça. Il a clairement dit qu'il allait jusqu'au bout de son mandat. Et si ça continue comme ça, ben le pire est à venir. J'ai peur pour nous.
Alors, ceci dit, il nous a pas menti parce qu'il nous avait prévu une année millésime. Excuse-moi, elle a été collector à plus d'un titre cette année. Xavier, finalement, quelle est la responsabilité de Macron, je dirais, dans l'état de la France aujourd'hui, dans ce qui est ce délitement diplomatique, culturel, à l'international, au national, économique également, enfin, le délitement de la France tout court. Macron, prolonge la politique de François Mitterrand de 1981. Donc en fait, il arrive finalement au bout d'un cycle de socialisme intégral qui aboutit, comme tous les socialismes partout dans le monde, hein, notamment celui en URSS, à la faillite. Et pour moi, le grand absent des questions qu'il a traitées dans son adresse de fin d'année, c'est la dette. Nous, ce qu'on aurait voulu entendre, c'est qu'est-ce qu'on fait si, comme beaucoup le prédisent, notamment Marc Touati, en janvier-février, la France perd son double A. C'est-à-dire que les fonds de pension qui achètent notre dette socialiste ne vont plus pouvoir l'acheter parce qu'il y a des règlements qui vont les en empêcher. Et même si, par un miracle, par le fait qu'effectivement, si la France est dégradée dans sa dette, c'est l'écroulement complet, à mon avis, de la zone euro, hein, tout simplement. C'est l'écroulement même possible de l'Union européenne, telle qu'elle a été construite depuis le début. Donc, je comprends qu'il compte sur le fait qu'il va y avoir des forces qui vont arriver, qui vont pousser l'Allemagne, contraindre la cour de Karlsruhe à accepter d'imprimer de la monnaie pour sauver l'euro, donc en fait pour sauver la dette française. Il y a quand même une bonne chance que ça ne se passe pas. Donc en fait, ce qu'on aurait voulu entendre, c'est ça. Et encore une fois, hein, Alexis, tu le sais bien, puisque depuis que tu veux absolument que je m'intéresse à la vie politique française, je te le dis, le problème, c'est la dette. Le problème, c'est que la dette va exploser. On va pouvoir emprunter, donc nos emprunts vont devenir hyper risqués. Désormais, ils sont plus risqués que la Grèce, ils sont plus risqués que le Portugal, et donc on va être obligé d'emprunter à des taux qui sont de manière intenable. Donc, ça va être une crise extrêmement grave qui peut aboutir à la fin de l'euro, à la sortie de la France de l'euro, donc autrement dit à la fin de l'euro. Hein. Et donc c'est ça dont on aurait voulu entendre parler, pas le fait qu'il va appeler au référendum, qu'il va encore nous jouer de la flûte pendant 2 ans. Tout ça n'a aucun intérêt. Et une fois de plus, on a de toute manière un gouvernement de guignols, de ralliés, de traîtres, hein, à la Darmanin, à la Retailleau. Et puis, il peut très bien y en avoir un autre dans 3 mois. Donc en fait, ces vœux, en fait, ce qui caractérise ces vœux, c'est qu'il vit dans une autre dimension, qui n'est pas celle des Français. On va parler du gouvernement. Qui n'est pas celle des marchés, ni celle des Français, ni celle des marchés. Il vit dans son monde, la Macronie, est totalement détaché du réel. On va en parler du gouvernement un petit peu après. On va rester sur notre président adoré. Fabrice, je posais la question à Xavier, mais quel est l'avenir en fait du président? Il n'a même plus de soutien en interne dans son propre camp. On a vu un article qui est sorti, je crois, c'était peut-être semaine dernière ou en début de semaine, j'ai oublié, qui titrait que effectivement Attal et Macron, c'était la guerre entre les deux. Excuse-moi, mais Attal, c'est le produit créé par Macron et c'est la personne qui est en charge de protéger ses intérêts au sein de son parti. Donc, c'est complètement... Tout est lunaire, quoi. Oui, mais en fait, de toute façon, ça, à mon avis, ça pose aucun problème à Macron. Macron, il a une personnalité totalement narcissique. Il a un trouble de la personnalité. Hein. C'est un mégalomane narcissique qui n'a aucune empathie. Il a tout, en fait, de graines d'un véritable dictateur. Et je pense qu'il se contrefiche éperdument de savoir qu'il est isolé ou pas à l'intérieur même de son gouvernement, des personnes qui l'entourent ou pas. Il a dit, je crois que c'est Nicolas qui l'a souligné, qu'il ne démissionnerait pas. Il a tout à fait le genre de personnalité à aller jusqu'au bout du bout. Et s'il faut, pour gouverner la France, invoquer l'article 16 et les pleins pouvoirs de façon à pouvoir continuer à se maintenir en place et un peu sur le modèle d'ailleurs de la Corée du Sud, à mon avis, il le fera. Et il le fera sans aucun problème parce que on l'a vu depuis des années qu'il est au pouvoir en France. On l'a vu au moment notamment
de la crise des Gilets jaunes, quand il a éborgné, arraché des mains aux Gilets jaunes, etc., ça ne lui pose aucun problème. C'est-à-dire, le soir, il reprend 2 fois du dessert comme à son habitude. Vous voyez, c'est ce genre de personnalité-là qu'on a en face de nous. Et c'est pourquoi je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Xavier l'a dit, il est complètement déconnecté du reste du monde. Il est déconnecté des Français. Du reste, il s'en est jamais préoccupé. Hein. Il n'est pas là pour travailler pour le bien de la France ou des Français. Il est là pour travailler pour les personnes qui l'ont placé. Hein. On se souvient qu'il a été mis en place quand même grâce à un coup d'État, on va dire, médiatique. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, par contre, va continuer son travail jusqu'au bout. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et oui, il est entièrement responsable de la situation. Mais je pense que ça ne le dérange pas plus que ça. Je pense qu'effectivement, il a en ligne de mire le fameux article 16, les pleins pouvoirs. Je pense que c'est même son rêve à terme. Moi, ça m'inquiète énormément ce que vous me dites, messieurs. Hein. Ça sous-entend quand même, dans vos propos, qu'on est potentiellement sur une personne qui est en totale roue libre, qui n'a plus le moindre soutien derrière pour le protéger. Et qui potentiellement là je suis pas d'accord avec toi. Il a la police politique, il a l'armée, il a des soutiens, il y a toute une classe. Voilà, il y a toute une classe qui a intérêt à ce qu'il reste, parce qu'en fait, sinon, elle va tout perdre. Et donc, en fait, il n'est pas totalement isolé. Ensuite, tu dis que son parti le soutient pas, mais c'est quoi son parti? Moi, c'est ce que j'ai appelé le gauchocentrisme. Donc, en fait, il est au centre, avec Attal qui se dispute avec je sais pas qui, avec son ancien amant, peu importe. Et puis, il y a l'aile droite du RN et il y a l'aile gauche de Jean-Luc Mélenchon qui font l'animation pour le public. Donc tout ça, pour moi, pour Emmanuel Macron, finalement, avant, après le gouvernement Bayrou, avant, après le gouvernement Barnier, bon, ils nous font de l'animation, encore une fois, jusqu'à l'éclatement de la dette. Tout le reste est littérature. Nicolas, tu envisages, toi, Nicolas, une possible le fait de passer justement sur au-delà de la Constitution pour rester au pouvoir? Oui, mais tout est possible. Je veux dire, on vit dans une époque de fou, on est dans un accélérateur de temps, un accélérateur historique, et on a des choses qui étaient complètement incroyables. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, arrivent chaque semaine dans le monde, quoi. Donc, évidemment que cela est possible. Je pense que je ne pense pas qu'il pourrait faire quelque chose comme ça tout de suite, mais s'ils veulent garder le pouvoir, et si les Français sont de plus en plus le montrent dans la rue, je pense qu'il n'hésitera pas à le faire. C'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me dérange, c'est que voilà, il a eu 2 mandats pour mettre en place un programme. C'est le candidat du système. Il a été promu, mis au nu par les médias, par toute la haute société française financière. Il ne vient pas d'un parti, il ne vient pas du peuple. Emmanuel Macron, c'est un ex-banquier. Et il a eu 2 quinquennats. Enfin, il lui reste un bout de quinquennat à faire. Et il n'y a pas de résultat. La société s'est aggravée et tous les indicateurs sont mauvais. Tous sont mauvais, quoi. Donc, quand on a un président, Charles de Gaulle est parti parce qu'il a perdu un référendum. On a Charles de Gaulle d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre. Et Charles de Gaulle est parti pour un référendum. Si Charles de Gaulle avait eu les résultats d'Emmanuel Macron, mais il serait parti dans un monastère et il aurait quitté le monde civilisé. On est sur une autre dimension, un autre monde. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quelqu'un qui n'est pas habile, qui n'est pas malin, qui n'arrive pas à mettre en place ses programmes. Il a dit sous le gouvernement, il se retrouve avec une situation pire qu'avant. Il ne contrôle même plus les manettes pour mettre en place ses politiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en gros, les Français vont attendre jusqu'à la fin de son quinquennat pour redonner le bâton de berger à quelqu'un d'autre. Et c'est ça ce qui est inquiétant, parce que les années qui vont venir risquent d'être catastrophiques. Quand on a dans une entreprise, aujourd'hui, si on a un mauvais patron, il est dégagé. Ou sa boîte fait faillite et il part naturellement du marché, ou alors les actionnaires le dégagent. Pourquoi est-ce qu'on est dans un système aujourd'hui où la Constitution devrait nous permettre peut-être de sortir un président qui n'est pas capable de mettre en place son programme et dont les résultats sont extrêmement mauvais? Alors justement, la Constitution, parlons-en. Enfin, c'est cette 5e République qui touche à sa fin, probablement. On a aujourd'hui, à sa deuxième partie de ce premier thème, on a aujourd'hui un gouvernement Bayrou qui s'est mis en place, qui a de fortes chances d'être toqué. Enfin, Xavier parlait d'une Dream Team. Enfin, on a quand même des vedettes. On a c'est véritablement des personnes qui ont
Moi, je n'ai jamais vu un gouvernement, j'ai pas souvenir d'avoir vu un gouvernement. Non, t'es trop critique, Alexis, t'es trop critique. Bruno Retailleau a quand même. Alors, laissez leur chance. Il faut laisser sa chance à Bruno Retailleau. Il a eu des résultats dès le début, depuis qu'il est ministre, c'est-à-dire qu'il a interdit les chants homophobes dans les stades de foot. C'est vrai. Donc là, il a tapé très directement là où les Français, là où la souffrance des Français est la plus voilà. Donc blague à part, j'avais dit que c'était un faux dur. Il est reconduit. Il y a Darmanin. Donc Darmanin, il faut rappeler que lui, il est rentré dans la Macron team parce qu'il a trahi son parti d'origine avec Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, lui, il n'a pas été pris comme directeur financier pour rebondir sur ce que disait Nicolas parce qu'il est trop nul. Mais en revanche, il est prof en Suisse, je crois. Puis il va rentrer au board de ASML. Donc il va cachetonner par ses réseaux. Et donc Darmanin, lui, il fallait quand même bien faire quelque chose. Et puis on recycle Manuel Valls. Valls, c'est extraordinaire. Et Darmanin, je rappelle l'anecdote qui est magistrale, c'est le soir du premier tour 2017 où Darmanin est interviewé Xavier, toi tu connais pour y avoir été au siège des Républicains à boulevard Vaugirard à Paris. Il est interviewé à l'angle de Vaugirard, c'est-à-dire à 20 mètres du siège par BFM. Il assure qu'il trahira pas, et en fait il est en chemin pour aller signer de l'autre côté, quoi. Bon, c'est Darmanin. Mais enfin voilà, on a un gouvernement qui s'est constitué, messieurs, mais comme ce gouvernement n'a pas d'avenir, je reprends vos mots, comme ce gouvernement n'a pas d'avenir, qu'est-ce qu'on fait dans 3 mois? Mais en fait, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut vraiment insister et qui me paraît extrêmement important. À chaque fois qu'on a une nomination d'un nouveau gouvernement, en réalité, c'est juste un jeu de chaises musicales. Alors, on passe du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur au ministère de l'Outre-mer, du ministère de la Justice au ministère de la Santé. En fait, c'est devenu, on a des politiques professionnelles. Être ministre, ça devient un métier, peu importe quel portefeuille on prend. De toute façon, l'idée, c'est pas d'être bon dans ce qu'on fait, c'est juste de représenter la bonne étiquette pour essayer d'avoir un équilibre politique qui représente à peu près toutes les tendances politiques. Moi, je voudrais juste comparer par rapport, en tout cas, à ce que je connais. Ici, en Russie, quand vous avez un ministre de la Santé, le ministre de la Santé, c'est un ancien médecin. Le ministre de la Justice, c'est un gars qui est diplômé par l'université de droit. Le ministre des Affaires étrangères, on le connaît tous, Lavrov, c'est un diplomate professionnel. Ce que je veux dire, c'est que y a une différence énorme, et ça, je pense qu'on est tellement habitué à ce jeu de chaises musicales en France que, en fait, on a oublié que normalement, quand on prend un ministère avec un portefeuille bien déterminé, on devrait avoir un professionnel dans le domaine. Je vois aujourd'hui Barrot, ministre des Armées, c'est un ancien professeur des Affaires étrangères. Pardon. Voilà, c'est un ancien professeur de HEC. En fait, on n'a aucune compétence. Et si demain, il n'est pas au ministère des Affaires étrangères, il pourrait aussi bien être à la Défense qu'à la Santé. De toute façon, on place ses petits copains en fonction, justement, comme le disait tout à l'heure Xavier, des trahisons. On a apporté tant de points aux dernières élections, donc on va le récompenser. Donc, ce gouvernement, de toute façon, est voué à l'échec, comme le précédent, et comme celui qui arrivera derrière. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que la France s'écroule aujourd'hui, parce qu'on n'a aucun professionnel aux manettes et surtout aucun patriote. C'est-à-dire tout le monde se cogne complètement, et pardonnez-moi le terme, mais se cogne complètement du futur des Français. Voilà, ce qui intéresse ces gens-là, c'est leur futur à eux pendant le prochain gouvernement. Tu as des personnalités qui s'intéressent véritablement à l'intérêt des Français, mais malheureusement, elles font moins de 5%, donc c'est un peu compliqué. Nicolas, bon, j'entends ce que je parlais, Alexis, pardon, je ne dis pas qu'en France, ça n'existe pas. Je parle là dans le gouvernement actuel. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus, il y a Alexis, ces gens qui font 5%, et même pas d'ailleurs, puisqu'on pense très bien Philippot, Asselineau, etc. L'après-dette, une fois que la dette aura explosé, une fois qu'il y aura la banqueroute, à mon avis, ils vont largement dépasser les 2% et ils vont rentrer dans le jeu parce que tous les autres partis seront discrédités. Pour n'en avoir jamais parlé.
pour n'en avoir jamais parlé. Ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron n'ont parlé de la dette, qui est aujourd'hui le problème principal de la France. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.